Donc, je suis Maria Perez, je suis responsable recrutement chez CAFPI, qui est courtier en financement. Donc, je vais lancer un sujet qui n'a rien à voir avec le développement. J'attends vos retours, vos critiques, mais ne m'assassinez pas non plus. Donc, ça, c'est une démarche que je suis en train de tester avec mon équipe. Donc, soyez indulgents. J'ai rencontré l'année dernière Pascal et Alice et j'ai assisté à des différentes conférences qui m'ont permis de mieux connaître l'agilité ou de mieux comprendre et puis de me lancer dans l'exploration de ce sujet, ce qui me pousse aujourd'hui à me mettre en danger devant vous. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'agilité, j'ai lu pas mal de choses, j'ai regardé des vidéos aussi, mais ce que j'ai retenu, c'est surtout cette idée de Jim Smith, que vous connaissez mieux que moi certainement, qui est que le manifeste effectivement fournit quelques idées précises, mais que derrière tout cela, il y a une idée plus profonde qui est basée sur un ensemble de valeurs. Et en fait, c'est cet ensemble de valeurs d'agilité qui m'ont parlé. Et parce que remettre l'humain au cœur de l'action, au cœur de l'entreprise, c'est ma bataille au quotidien. Donc, nombreuses sont des entreprises aujourd'hui qui ont des difficultés à recruter. Ça, vous êtes au courant. Est-ce qu'il y a des recruteurs dans la salle? Bon, très bien. Je me sens un peu moins seule. Des raisons sont nombreuses. Ça peut être de la concurrence sur le marché, la pénurie de candidats, mais aussi des raisons qui sont internes à l'entreprise, comme l'attractivité, la culture, l'organisation, etc. Mais on peut clairement dessiner deux tendances. La première, ça va être voilà, la technologie et moi, c'est pas forcément le bon ménage. Donc la première, c'est les évolutions de la technologie, ce qui m'a permis d'ouvrir le marché, mais aussi d'apporter d'autres contraintes. De rendre l'information accessible à tout le monde, 24/24 sur tous les sujets. Avant, le candidat ne pouvait pas se renseigner sur l'entreprise, avoir quelques informations sommaires, mais aujourd'hui, on accède aux collaborateurs, au chiffre d'affaires, etc. Et de l'autre côté, nous avons le changement des attentes de nous tous. Je vais y arriver. C'est-à-dire on ne recherche plus juste un job, on cherche à donner du sens à ce que nous faisons au quotidien. Ce sens, on le retrouve seulement si on est dans un bon environnement. Donc moi, je me suis dit que les méthodes traditionnelles ne fonctionnent plus, ou un peu moins qu'avant, parce qu'il y a le changement de tout un environnement. Comment on a mené la réflexion, comment maintenant les améliorer, ces méthodes qui ne fonctionnent plus. L'amélioration d'abord par une réflexion sur sa problématique. Et ma problématique, c'était que le processus, il était très long. Le feedback des managers, il était difficile à obtenir. Je travaille avec 230 agences en France. Et parfois, ce n'est pas leur priorité. Après, le candidat, il ne vivait pas une expérience top de recrutement sur tout le processus. On s'est demandé comment y remédier. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas s'inspirer des valeurs de collaboration, d'interaction, d'échange. Mais je savais que je n'arriverais pas toute seule. Donc, on a impliqué notre service RH. J'ai la chance de ne pas être attachée au service RH. Notre service marketing, notre service communication. Et on a petit à petit accédé aux membres de Codir qui nous ont soutenus dans notre démarche. Notre objectif, c'était la satisfaction des clients internes, qui sont nos managers, nos directeurs d'agence, mais aussi les clients externes, qui est notre candidat. Ça a passé par 3 étapes. La première, c'était notre livrable, c'est le candidat, de fournir à nos managers les meilleurs candidats dans un temps raisonnable. La deuxième, c'est de faire vivre à nos candidats une expérience telle que nous avons souhaité pour l'image de l'entreprise. Et la troisième, c'est d'améliorer vraiment la collaboration en interne. Donc, j'avais du boulot. J'ai proposé à mon équipe d'utiliser les Kanban boards
pour deux choses. La première, pour suivre nos postes. Donc, on a tous les postes à recruter, en cours, à transférer et recruter. Et le deuxième, pour suivre nos candidats sur chaque étape en fait, de recrutement. Ce qui nous a permis déjà d'avoir une visibilité globale de notre workflow, d'améliorer, d'estimer le temps nécessaire pour chaque étape, mais aussi d'améliorer la communication, parce qu'après chaque étape, parce qu'après nous on bouge les candidats, après chaque étape on demande un feedback en externe, c'est-à-dire auprès de candidats, pour savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et puis aussi en interne, pour savoir est-ce qu'on est sur la bonne voie. Donc, je me suis dit, ça c'était très bien accepté par mon équipe, c'est ludique, c'est facile d'utilisation, et je me suis dit, on pourrait peut-être aller un peu plus loin. Donc, j'ai commencé à leur parler de la méthode Scrum. Et ça, c'était leur réaction. Donc, effectivement, ils m'ont dit, peut-être qu'il faut que tu te calmes. Je me suis dit, on est sur une bonne dynamique, pourquoi pas. Ils m'ont dit, bon, allez, on te suit. J'ai la chance vraiment de travailler dans une entreprise qui est agile sans le savoir, hein, et d'avoir une équipe toujours prête à expérimenter. Donc, on s'est lancé. Bien évidemment que les méthodes agiles ne peuvent pas être appliquées stricto sensu dans la démarche de recrutement, mais on peut s'en inspirer. Donc, ce que nous avons fait, on a mis sur papier notre process, en fait, qui est un ensemble de cycles de temps, ce que vous appelez lead time chez vous, nous c'est le temps de recrutement. Mais en fait, pour nous, on s'est dit qu'on ne va plus penser au temps de recrutement, est-ce que c'est 2 semaines, 3 semaines, parce qu'au bout du compte, ce qui compte, c'est de trouver la bonne personne et pas d'être dans les stats de temps. Le premier cycle de temps pour nous, c'est ouverture de poste, mais je n'en parlerai pas, ça relève de la stratégie d'entreprise. Et après, la définition du poste, recherche, présélection, entretien, jusqu'à la phase finale d'intégration. Donc, on s'est dit, on va s'inspirer de Scrum, et on va travailler sur des cycles courts. C'est-à-dire qu'on va prendre, je ne sais pas si vous m'entendez, on va travailler sur le cycle d'une semaine. Donc, on va faire un sprint. On va le préparer le lundi matin, on va choisir 3 postes sur lesquels on va travailler. On va définir notre cible et on va définir les supports où on va faire du sourcing. Le sourcing, c'est la recherche des candidats qui ne seraient pas les candidats si on ne les avait pas sollicités. C'est-à-dire c'est une approche directe, tout court. Donc, nous avons commencé à faire la recherche lundi, mardi. Le mercredi, on fait en équipe la relecture de tous les CV que nous avons trouvés. Déjà pour multiplier les points de vue, mais aussi pour en débattre afin de ne négliger aucune candidature. Jeudi, c'est la présélection téléphonique. On fait à la fin de la présélection une rétrospective à dire est-ce que les CV que nous avons trouvés correspondent à la personne avec laquelle on s'est entretenu, est-ce que les sources sur lesquelles on les a cherchées sont bonnes ou pas. Et vendredi, nous préparons les dossiers de candidature et on livre nos candidats à nos managers. Donc ça, c'était une petite inspiration. Je veux bien vos critiques. Ce qui était le plus difficile, en fait, dans notre démarche, c'est d'être rigoureux, de se tenir sur cette durée assez intense et de recommencer la semaine après la semaine. Et donc ça, c'était la petite inspiration de la méthodologie. Mais dans le recrutement, on travaille avec l'humain. Notre produit, notre livrable, c'est l'humain. Donc on ne peut pas parler que de la méthodologie. On a essayé d'appliquer ces valeurs agilistes dans tout le processus. Déjà dans la définition du poste, où on s'est dit qu'on pourrait aussi appliquer une démarche itérative. Ça veut dire que aujourd'hui, les entreprises, quand elles ouvrent un poste, commencent par rédiger une fiche de poste exhaustive avec les missions, les millions de compétences nécessaires, des diplômes, etc. Et au lieu de chercher un mouton à 5 pattes, dès le départ, on s'est dit peut-être qu'il faut faire une ébauche de poste et l'exposer au marché, exposer aux candidats. Pour vous donner un exemple, j'ai recruté il n'y a pas très longtemps un data analyst. C'est un métier qui est tout nouveau dans notre entreprise.
Donc, on a commencé tout d'abord à rédiger les résultats, c'est-à-dire qu'est-ce que nous attendons comme résultat de ce poste dans notre entreprise. Et quand on a défini les résultats, on est parti à la recherche des candidats. Et au fil de l'eau, des échanges avec les candidats, des entretiens sur leur expérience, leur parcours, les outils qu'ils utilisent, ça nous a permis de définir mieux notre besoin et aussi le profil dont on a besoin dans l'immédiat, de nous projeter comment on peut le faire évoluer. Et puis, ça nous a permis aussi d'ajuster notre prix parce qu'on était à côté de la plaque. Ça, c'est peut-être une première démarche dans la définition du poste, à se dire ne partez pas sur quelque chose qui est figé, mettez les minimums d'exigences et après affinez au fil de l'eau. On a appliqué ça dans la rédaction de l'annonce, en fait, dans la recherche de candidats. Traditionnellement, la recherche de candidats, ça relève à poster une annonce et ce qu'on appelle aujourd'hui post and pray, et prier que le miracle se produise. Donc ça, c'est une démarche qui est dépassée, mais qu'il ne faut pas négliger. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le sourcing. L'annonce, c'est tel moyen de communication, il ne faut pas le négliger. Mais il faut comprendre qu'il ne faut pas que ce soit une fiche de poste. Une fiche de poste, c'est un document interne. Une annonce, c'est un moyen de communication. Donc, quand vous rédigez les annonces, posez-vous 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qu'il veut savoir mon candidat? La deuxième, pourquoi mon candidat idéal, il viendrait chez moi? La première question, ça dépend du profil que vous recherchez. Par exemple, si vous recherchez un développeur junior, ne mettez pas 15 technologies diverses et variées comme prérequis. Ce qu'un junior aimerait savoir, c'est aussi quel est le processus de recrutement, comment il va être évalué, est-ce qu'il y aura des tests, comment il peut se préparer, mais aussi comment vous allez l'aider à monter en compétences. Est-ce que vous travaillez par binôme, est-ce que vous avez une formation interne, etc. Ça, ce sont des éléments importants. Et puis, si vous recherchez un profil senior, ne lui dites pas qu'il va développer. Il sait. Donc, parlez-lui plutôt des projets, des possibilités d'évolution, comment il va retrouver sens dans ce qu'il va faire. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? D'accord, très bien, ça me rassure. Donc ça, c'est souvent, on se fait une idée de ce qu'on voudrait comme le candidat idéal. Et parfois, c'est des rencontres que nous allons faire avec des candidats qui vont faire qu'on va parfois redessiner les contours d'un poste parce qu'on a trouvé une pépite, quelqu'un qui va s'adapter bien à l'équipe, avec qui on peut envisager une évolution. Et si on ne le fait pas, c'est parce que souvent les entreprises n'arrivent pas à définir un besoin réel ou de se projeter dans une évolution de leur business. Donc ça, c'était sur la partie de recherche de candidats, le même topo sur l'entretien des candidats, c'est-à-dire qu'un entretien, en fait, être un candidat, ce n'est pas un métier. C'est une phase transitoire entre 2 postes. Personne n'aime être rejeté ou évalué. Donc, en entretien, adoptez vos valeurs déjà de respect. Un entretien, c'est un échange. Multipliez, activez votre intelligence collective de vos équipes aussi qui participent au recrutement en multipliant des points de discussion plutôt que de faire 3 fois le même entretien. L'entretien, c'est une étape qui est très importante pour découvrir les attentes de chacun. Donc, faites-le d'une façon assez transparente pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Et puis, je regarde souvent les annonces en local et je vois certains postes qui restent 6 mois, 12 mois. Peut-être que c'est un moyen de communication, peut-être que c'est une difficulté à recruter, j'en sais rien, mais c'est peut-être un signe à se dire, est-ce qu'au lieu d'attendre, on peut peut-être changer quelque chose. Pour conclure, j'aime bien cette BD parce que c'est vraiment
l'image des préjugés qu'on peut avoir de deux côtés, de candidats qui postulent partout et des recruteurs qui font mal leur job. Si vous devez retenir quelque chose de mon intervention aujourd'hui, c'est si un jour vous vous retrouvez dans le rôle de recruteur ou qui êtes recruteur, guidez-vous par vos valeurs agilistes de respect, de collaboration, de changement aussi, d'adaptation au changement. Et ayez le respect envers le candidat, envers la personne qui est en face et un peu de l'empathie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que dans le processus, parce que vous parlez d'expérience candidat, dans le processus de recrutement, et du coup dans vos équipes, qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour apprendre à mieux connaître les candidats qui sont en face de vous de façon un peu plus interactive que de la discussion? Est-ce que vous avez des outils qui interviennent? En fait, on n'a pas d'outils spécifiques parce qu'on part de principe, c'est qu'on a un humain en face, une personne comme nous. Et donc, on va essayer de découvrir, on les met à l'aise dès le départ, en leur disant... Est-ce qu'il y a des outils, quand je parle d'outils, c'est par exemple un jeu de cartes, quelque chose comme ça qui rentre dans le jeu. C'est un jeu en fait, finalement, comme ça le candidat se relaxe un peu, voit ça plus comme un jeu que comme un entretien où il est évalué. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont mises en place Non, clairement non, on n'est pas arrivé à ce stade-là. Après, je ne suis pas certaine qu'un jeu va mettre à l'aise quelqu'un. Vous arrivez dans un endroit, dans un environnement que vous ne connaissez pas forcément. C'est plutôt la présentation que nous allons faire de nous-mêmes, de l'entreprise, des échanges avec les équipes. Souvent, aujourd'hui, il y a beaucoup de théâtralisation de recrutement. Je ne suis pas forcément pour, je suis plutôt à remettre tout à l'humain, à remettre à une relation humaine. Après, pour moi, tout le reste est accessoire. Après, si vous avez une culture de jeu, pourquoi pas? Si c'est vraiment votre état d'esprit, pourquoi pas? Il n'y a pas de culture ou autre, c'est une question parce que du coup, Non, je comprends. Après, pour moi, l'expérience candidat, c'est vraiment de faire un cheminement ensemble, d'avoir le feedback de chaque personne qui intervient sur le recrutement, déjà pour savoir qu'on est sur la bonne route, de ne pas se retrouver à la fin de cycle de recrutement et se dire en fait il ne convient pas, ou que le candidat me dit mais tout ce qu'on m'a dit c'est pas vrai. Quand il vient, parce que le recrutement ça ne s'arrête pas, on clôture le poste, c'est aussi la phase d'intégration, et quand il vient il va se dire en fait c'est pas du tout ça ce qu'ils m'ont dit à l'entretien. Donc c'est ça pour moi remettre l'humain, et c'est plus important que tout ce qui peut être accessoire. Après, on peut, en fonction de l'entreprise, de la culture, on peut effectivement ajouter des outils. Mais je pense qu'il y a beaucoup de boulot déjà sur le principe de base, avant de mettre les outils en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Est-ce que le processus que vous présentez, vous communiquez aux candidats assez tôt, ils vous connaissent, c'est ça? Et vous avez un retour de leur part sur savoir si ça leur convient ce processus-là? Oui, tout à fait. En fait, à chaque étape, on a un premier entretien, un deuxième. On a mis en place aussi ce qu'on appelle le shadowing ou immersion en agence. C'est-à-dire qu'ils vont accompagner une personne qui est déjà en poste toute une journée. Parce que ça évite aussi de se rendre compte au bout de 10 jours, 3 mois, pour le candidat surtout, à se dire en fait, ça ne me convient pas. Donc ça nous a réduit énormément notre turnover. Ça permet aussi de fidéliser parce que les personnes, les candidats racontent, même s'ils ne viennent pas chez nous, s'ils sont satisfaits, ils vont dire que c'est une super boîte qui a un bon process, on est honnête, on est clair sur la démarche. Bon, après, il n'y a pas un intérêt commun, mais au moins, il y avait cette démarche transparente dès le départ. Et on a sensibilisé tous nos managers à cette démarche, à ce discours, à se dire, oui, peut-être qu'on ne va pas collaborer aujourd'hui, mais peut-être demain, on sera prêts les deux. Peut-être que ça va être un client, peut-être que ça va être un prescripteur, mais en tout cas, il faut le prendre avec du respect. Et ça, je pense, on a déjà fait évoluer notre mentalité, et pour moi, rien que ça, c'est déjà une avancée. D'autres questions ? Est-ce que vous avez des objectifs généraux sur le
où chacun peut proposer des nouveautés. Ah, ça c'est notre processus permanent d'amélioration. On fait surtout avec nos managers parce que c'est des personnes qui sont en activité et qui ont. C'est pas des recruteurs, hein. Donc c'est pas dans leur culture de réfléchir à ça. C'est des opérationnels, ils ont un objectif de rentabilité aussi. Donc on essaie petit à petit de les sensibiliser et de faire des rétrospectives régulières pour dire est-ce que finalement, et surtout sur des points réguliers, surtout de savoir est-ce que notre démarche, est-ce qu'on persiste dans une voie qui n'est pas la bonne ou notre démarche porte ses fruits dans le temps. Au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, est-ce que ce que nous avons mis en place, est-ce que ça nous a amélioré notre processus de recrutement et le retour que nous puissions avoir aux candidats. Surtout les candidats qui passent ce parcours de recrutement mais qui ne viennent pas finalement chez nous, on les interroge sur leur ressenti. Et ça c'est un bon indicateur aussi de savoir, ça nous permet d'avoir des informations, comment ça se passe à Marseille, comment ça se passe dans une autre agence et d'avoir des points de vigilance aussi. C'est bon? Pas de questions? Merci.